Les marchés taux, les taux d'intérêt, les emprunts obligataires retournent vers leur plancher historique et c'est vrai que ce n'est pas le scénario qu'on attendait en début d'année. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Les taux souverains donc, qui retournent vers leur point bas, à rebours, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on nous avait dit en début d'année, de ce qu'on attendait. Ce n'est pas le scénario qui était écrit. Oui, alors d'abord, on avait une thèse qui était que le conflit sino-américain débouchera sur peut-être plus d'inflation, parce qu'évidemment, des taxes en plus à la sortie, c'est des produits qui coûtent plus cher. Le consommateur va être confronté naturellement à un effort supplémentaire. Ah oui, c'est justement là le truc. C'est que si le pouvoir d'achat est affecté, les gens dépensent moins, consomment moins, quelque part, en quantité. Et ça va entraîner une déflation. Alors, dans un premier temps, les tarifs, ça provoque une hausse des prix mécaniques. Donc on se dit, la Banque centrale américaine va réagir, va augmenter ses taux pour juguler cette inflation. Et dans un deuxième temps, on se dit, ah oui, mais non, mais ça va peser, ça va grever le pouvoir d'achat, qui compte pour 70% du PIB américain. Et donc à terme, ça va être déflationniste, parce qu'en masse, les gens achèteront moins. La Fed devra tenir compte du risque de ralentissement du cycle et commencer, entamer cette baisse de taux qui est anticipée donc à 75% d'ores et déjà pour le mois de décembre, et on n'est pas loin de 90% d'anticipation de taux ramenés à 2,25, voire pourquoi pas 2 à l'horizon de mars 2020. C'est extraordinaire, effectivement, renversement complet des anticipations. Parce qu'on n'a pas eu la bonne grille de lecture sur cette guerre commerciale, entre l'effet immédiat qu'on ne voit pas d'ailleurs d'inflation. On voit la hausse des prix aux États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, ce qui était taxé en termes de biens importés chinois, c'était essentiellement des biens intermédiaires. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les ordinateurs, les appareils photo. C'est pour ça que le consommateur américain ne l'a pas ressenti pour l'instant. Donc les Chinois, les boîtes ont pris ça sur leur marge. Le problème, c'est le jour où les Chinois imposeront des taxes sur des boîtes américaines qui réimportent, qui externalisent la production en Chine et qui la réimportent ensuite aux États-Unis. Et donc là, on va voir effectivement à ce moment-là les fabricants d'électronique. Pour l'instant, les Chinois sont prudents, c'est-à-dire qu'ils essayent de ne pas se tirer une balle dans le pied. Ils font très attention à ce qu'ils taxent pour pas justement que ça leur retombe dessus ou que ça retombe sur leurs entreprises, de peur que ça crée du chômage, parce que là, en Chine, c'est une vraie hantise quand même pour le pouvoir que d'un seul coup, on ait une expansion du chômage. Donc pour l'instant, la guerre, elle est déclarée, certes, mais on n'est pas encore rentré dans la partie douloureuse de ce que peut engendrer cette guerre si elle se prolonge. Et les marchés faisaient donc le pari en début d'année qu'on allait trouver un arrangement, puisque M. Trump ne cessait de tweeter qu'on venait là, hier, avant-hier, de faire de nouveaux progrès extraordinaires et que on s'en allait vers ce super accord. Et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on est loin, évidemment, de rapprocher. Rendez-vous est pris pour fin juin, le G20 de fin juin. Voilà, 28-29 juin, c'est presque une éternité, c'est dans 5 semaines, il peut se passer énormément de choses. Ah, il peut se passer de bonnes choses, c'est vrai. Et donc, en tout cas, qui dit plus de tension commerciale, dit moins de commerce international, donc moins de croissance. Et c'est logique que les taux longs, pour le coup, rebaissent s'il y a moins de croissance à venir. Voilà. Alors là, on parle des États-Unis. Maintenant, revenons en Europe. Juste aux États-Unis, pour clore, on n'est pas au plus bas du plus bas, enfin loin de là d'ailleurs, on est à 2,40 sur le 10 ans américain, mais on vient de 3 quoi. On vient de 3 et on est surtout en inversion de courbe. Alors bon, vendredi, ça a un petit peu bougé puisqu'il y avait une inversion de courbe qui allait jusqu'au 1 mois, c'est-à-dire que le 1 mois rapportait plus que le 10 ans. Maintenant, c'est le 3 mois, le 6 mois jusqu'à 7 ans. On est toujours en inversion de courbe. Alors ça, c'est une situation qu'on a connue. Mais on n'est pas au plus bas du plus bas, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est ça. On va passer après ça à l'Europe. Mais pour terminer et être très clair sur ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas au plus bas, mais on retrouve une situation d'inversion de courbe qui est exactement la même qu'on connaissait au début de l'automne 2016. À une époque où on se disait, le cycle de croissance est probablement terminé. En plus de ça, les démocrates vont repasser, donc on sait qu'ils ne vont pas pouvoir pousser encore plus les déficits parce qu'ils seront bloqués par les républicains. À l'époque, il faut se rappeler du contexte, au début de l'automne 2016, M. Trump, personne ne le donne gagnant. Ouais. Donc on pense que le cycle économique est en train de retomber. On s'est trompé.
puisque M. Trump a relancé la machine pour 2 ans et demi de plus, jusqu'à présent, voire 3 ans. On a enfilé les déficits et la dette aussi. Voilà. Donc on avait cette inversion de courbe, on l'a de nouveau. La dernière fois, ça anticipait une récession. On s'est trompé, elle n'est pas venue. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, on va la voir? Voilà. Réponse dans quelques mois. En attendant, en Europe, pour le coup, on s'approche ou on touche des plus bas sur les taux souverains, notamment. Alors, quels sont les pays où on est au plus bas du plus bas? Alors, parce qu'en France, on est à 0,28. Ouais, on a 28 points de base sur le 10 ans français. On sera peut-être à 0,25 ce soir, parce que voilà, ça peut aller très très vite. Et le plus bas, c'était 10 points de base, le plus bas sur le 10 ans français. Oui, ça a été enfin, on se rapproche des 0,10, ça a été pendant quelques minutes, je crois, c'était au début de l'automne 2016. Ça n'a pas duré longtemps. On n'a jamais clôturé on a fait 0,15 au plus bas en clôture, je crois, et ça a été juste un trou d'air. On s'en approche tout doucement. Là. Et là, par contre, contrairement à ce qu'on avait vu en 2016, où d'un seul coup on faisait un gros trou d'air sur les rendements, là, progressivement, on se rapproche des plus bas, et là, on se rapproche avec de la masse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de capitaux qui arrivent sur le marché obligataire. Voilà, là, ce n'est pas un petit vent de panique passager, c'est quelque chose de structurel, de long, qui se construit même depuis le début de l'automne 2018. Voilà, c'est un processus lourd. Alors, quels sont les pays où on est au plus bas? Là, la réponse, il suffit de regarder les graphiques. Vous êtes au plus bas sur le 10 ans espagnol, les bonos. La dette espagnole. Donc, on est maintenant à 0,87. On a fait un point bas à 0,85. Donc, c'était le plus bas historique absolu vendredi, à peu près au niveau qu'on avait au début de l'automne. Donc dette souveraine espagnole. Au début de l'été. En ce qui concerne l'Espagne, c'était au début de l'été 2016. Et puis on a le Portugal. On a le Portugal qui est maintenant à autour de 1,55, 1,60. C'est un résultat absolument extraordinaire. Et du côté des Allemands, il faut regarder les Allemandes, on est à taux négatif. Oui, c'est ça, autour de moins 0,10, moins 0,12. C'est le plus bas. C'est allé jusqu'à moins 0,20. Là aussi en coup de vent au début de l'automne de 2016. Le 10 ans danois aussi vient de passer en négatif. Autrement dit, l'épargne est rémunérée négativement l'épargne est taxée. Dans déjà 2 pays, alors un majeur et un petit peu satellite, mais qui est un bon précurseur de ce qui attend peut-être des pays, même comme l'Irlande, ce qui est extraordinaire aussi. On est à 0,50 de rendement sur un pays comme l'Irlande, qui était en faillite il y a 6 ans. Enfin, on est dans une situation où là, il faut qu'on se pose vraiment la question. Savoir si c'est passager, si c'est passager, et ça peut rebondir derrière, ou si c'est structurel. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Parce que les banques centrales semblent incapables de relever leur taux. À l'été et l'automne 2016, c'était du ponctuel. On avait un risque de récession. Là, je vous dis, ça se construit depuis l'automne dernier. Donc là, on est vraiment dans un processus qui a l'air de s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est extrêmement angoissant. Parce que comment va-t-on payer les retraites en Allemagne, au Danemark et même en France? On est passé donc d'une ère de rendement avec un petit peu de risque. On a bien vu ce qui s'est passé pour l'Espagne, l'Italie, la Grèce. C'était pas sans risque. Voilà, c'était pas sans risque. Les banques centrales ont fait en sorte que, puisqu'on est revenu, on était, je crois, à un moment autour de 7% sur le 10 ans espagnol, il faut s'en souvenir. Ouais. Et là, on est en dessous, on est à moins de 1. Bon, est-ce que ce niveau de rémunération du risque correspond au risque réel? Donc, on est vraiment rentré dans une ère de risque sans rendement. Et à un moment, on se dit, en plus de ça, les retraites, c'est difficile à financer. Avant, il y avait le rendement sans risque, maintenant, il y a le risque sans rendement. C'est ça. Voilà. On a inversé la proposition. Donc aujourd'hui, comment va-t-on financer des retraites? On peut se poser vraiment la question en Allemagne, où l'épargne est confisquée, elle est taxée en quelque sorte. Et en plus de ça, on est dans une structure démographique qui fait qu'il y a moins de cotisants. Alors, si vous avez moins de cotisants, mais vous avez des taux de rémunération de l'épargne à 7 ou 8% comme au Brésil, ça passe. Quelque part, ça pourrait passer. On peut faire des projections. Moins de cotisants avec des rendements négatifs. Un actuaire va vous dire, bon, toute chose égale par ailleurs, le système, effectivement, on a moins de cotisants, mais avec une bonne rémunération, on va survivre. Là, on est en double, on a la double peine pour les retraites. Ce qui veut dire que là, l'implication, elle est très claire. Pas de rendement, voire une confiscation de l'épargne, signifie que de toute façon, même s'il y avait plus de cotisants quelque part, on serait obligé de travailler plus longtemps. Enfin,
pose ça comme un problème politique, cette histoire des retraites, mais c'est aussi un problème technique et mécanique lié au fait qu'on a fait le choix de supprimer le rendement obligataire pour éviter aux États de faire faillite. Exactement. Voilà. Avec le résultat, c'est que c'est les retraités, futurs retraités, qui vont payer l'addition. On n'en est pas encore là. En tout cas, voilà, on voulait revenir sur ces taux souverains qui sont au plus bas partout dans le monde. Effectivement, ça quasiment, sauf bien sûr au Brésil, sauf en Turquie. Oui. Voilà, sauf. Allez, merci pour ces commentaires signés Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.